Et donc nous on continue avec Lovie qui est donc comme j'ai dit tout à l'heure une youtubeuse spécialisée dans la musique, un peu à la Seb Lafrite, qui fait vraiment de tout, hein, DJ Khaled, les Sex Pistols, Abba, Johnny, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et on va regarder sa vidéo sur les Sex Pistols qui sont la plus grosse fraude de l'histoire de la musique punk. Et oui, parce que les Sex Pistols c'est vraiment... Ah ça m'énerve. Elle va expliquer je pense, mais j'ai vraiment un rapport très détestation aux Sex Pistols parce que à la fois leur musique est pas si ouf. Et bon tu me diras ça c'est un délire du mouvement punk, tu vois, de pas avoir une musique si ouf que ça. En termes de construction, je veux dire, hein, l'intérêt du punk, c'est justement d'arriver à quelque chose de homemade, fait soi-même, même si c'est pas parfait, c'est l'intention et l'expression qui compte. Mais en plus, il y a des groupes 1000 fois plus punk que les Sex Pistols qui se font cracher dessus en mode ouais c'est pas punk, genre Green Day, en mode non mais Green Day c'est pas punk, hein, Green Day c'est capitaliste. Alors que je suis désolé les Sex Pistols, là vos dieux vivants de mes couilles, ils sont tellement moins punk et tellement plus capitalistes que Green Day sur certains points, mais on va voir ça tous ensemble et tout ensemble avec la vidéo de Lovie, c'est parti. 3 années. 3 années, c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'un groupe, né dans le froid de l'Angleterre des années 70, fasse émerger un mouvement entier dans le pays, le punk, et plus globalement marque le monde de la musique. Ce groupe, c'est les Sex Pistols, et on peut dire qu'ils ont vécu dans ce laps de temps énormément d'événements peu conventionnels. Ils ont enchaîné les scandales, déchaîné la presse, ils ont vu leur plus gros titre, God Save the Queen, être censuré par les radios et les disquaires, et malgré tout finir numéro 2 dans les charts, et encore, ce classement est soupçonné d'avoir été manipulé pour qu'il ne termine pas numéro 1, et dans tout ça, ils ont sorti un seul et unique album, Nevermind the Bollocks, encore aujourd'hui considéré comme une référence quand on parle de musique punk. Mais au-delà de leur musique, le groupe semble porter un message, celui de la volonté d'anarchie, une sorte de réponse ironique aux hippies et au mouvement Peace and Love d'après-guerre, comme en témoigne leur tout premier single, Anarchy in the UK. En tout cas, ça, c'est la version officielle. Mais en réalité, peut-être que tout ça n'était qu'un coup marketing. Oui. Derrière le groupe se cache un manager, qui va devenir l'un des hommes les plus controversés du monde de la musique, Malcolm McLaren. Malcolm, c'est l'homme derrière le groupe et il est soupçonné d'avoir construit les Sex Pistols de toutes pièces, plus ou moins dans le but de gagner de l'argent, ce qui est assez éloigné de l'idée du punk. Oh, c'est même pas assez éloigné de l'idée du punk, c'est totalement à l'opposé de l'idée du punk et surtout du punk de l'époque, tu vois, parce que même si, comme tous les mouvements contestataires, ça a été dilué avec le temps, il y a eu des croisements, le ska punk, etc., la base du mouvement punk, c'est quand même anticapitalisme, c'est quand même liberté, etc. Donc, ouais, c'est vraiment pas punk, ce délire. Mais alors, qui est Malcolm McLaren ? Comment lui et les Sex Pistols ont-ils changé l'Angleterre et le monde de la musique ? Et les membres des Sex Pistols étaient-ils des pantins de Malcolm ? On va voir que c'est un peu plus nuancé, je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Allez. Nous sommes au début des années 70 et deux garçons sèchent les cours pour faire de la musique sur du matériel volé. Ces deux garçons sont Steve Jones et Paul Cook, réunis sous le nom de The Strands ou The Swankers. Un troisième membre, guitariste, les rejoint rapidement, Wally Nightingale. Ensemble, la petite bande, et notamment Steve et Paul, traînent dans des boutiques de Londres, dont une en particulier, Let It Rock, une boutique tenue par Vivienne Westwood et son mari Malcolm McLaren. Mais pour l'instant, Malcolm n'est pas une rencontre très importante pour les trois musiciens. Par contre, dans sa boutique, il y a un vendeur, Glenn Matlock, et lui, il intéresse le groupe. Rapidement, il devient le bassiste de la formation. Oui, parce que si vous saviez pas, c'est pas Sid Vicious le premier batteur des Sex Pistols. C'est à force du capitalisme, vendre même à ceux qui le critiquent. Toi, mais tellement. Moi, même ado, ça me faisait bizarre, tu sais, à l'époque où j'étais encore matrixé par les Sex Pistols en mode oui, c'est punk, c'est vraiment trop bien, oh là là, fuck le pouvoir, fuck les règles, fuck l'autorité et tout ça. Même à cette époque-là, je trouvais ça bizarre que quand même, quand j'allais dans des musiques, des magasins spécialisés musique, je voyais du merch Sex Pistols. J'étais en mode hey, c'est quand même assez ironique et pas très punk, hein, bizarrement. Mais ouais, Sid Vicious, c'est pas le premier bassiste des Sex Pistols, qui était nul d'ailleurs au passage, Sid Vicious, mais littéralement, hein, c'était vraiment une merde à la basse. Et elle va sûrement en parler, mais vous allez voir pourquoi ils ont changé de bassiste, c'est assez rigolo. Il devient le bassiste de la formation. Pendant ce temps, Malcolm, il a quelques autres problèmes à gérer, dont le principal est qu'il peine à faire marcher sa boutique. Plusieurs fois, elle va changer d'identité, passant de Let It Rock à Too Fast to Live, Too Young to Die, puis à Sex. Le mec, il voulait percer quoi qu'il arrive. On dirait l'équivalent des miniatures YouTube aujourd'hui, tu sais, en mode Too Fast to Live, machin, rock, sexe. Voilà.
Comme ça, si jamais là ça marche pas, c'est que vraiment ma boutique elle pue à chier. Hein. S'il y a écrit sexe en gros et que personne n'y va, au bout d'un moment... Reste to live, to young, to die, puis à sexe. Alors, quand le groupe lui demande de devenir leur manager, il les laisse un peu de côté. Cependant, plusieurs voyages en Amérique et une rencontre avec un autre groupe, les New York Dolls, vont faire évoluer la vision de Malcolm. Celui-ci va rapidement gérer les New York Dolls et ça ne va pas très bien se passer, mais c'est pas grave parce que ça ouvre les yeux de Malcolm sur une révolution qui prend place aux US, le punk. Et ça plaît à Malcolm, qui se reconnaît dans les idées prônées par les punks. Alors, au retour de son dernier voyage, il commence à prendre au sérieux la proposition de management des The Strands, qu'il finit par accepter. Eh ben merci beaucoup pour le follow qui FL, ça fait plaisir, merci beaucoup. En fait, Malcolm, il a plus ou moins un plan. L'idée, ce serait d'avoir un groupe qui va représenter sa boutique de vêtements. Avoir des musiciens célèbres qui s'habillent avec des vêtements de sa boutique, qui fassent la promotion à la fois de ses vêtements et de ses idées, ça semble être une plutôt bonne idée. Alors, va pour être manager. Et bizarrement, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que tout ça, c'est pas très punk. Si ton groupe à la base c'était un groupe normal et que après, une fois qu'il est devenu célèbre et fait des collabs commerciales, bon, c'est quelque chose qui est déjà pas le plus punk possible, mais why not? Par contre, que la base du truc, ce soit faire de la pub pour des vêtements, je suis désolé, t'es pas un groupe, t'es un boys band. Et encore, t'es même pire que les autres boys bands parce qu'au moins eux, c'est assumé que c'est commercial, alors que toi, tu fais genre, t'es un artiste. Dire qu'un groupe est punk ou pas alors qu'ils sont pionniers du mouvement, bah ils sont pionniers oui et non, parce qu'en vrai, il y avait des gens avant eux, hein. Il y avait les Ramones, il y avait Iggy Pop qui faisait déjà du pré-punk avant le punk, mais c'est pas parce que t'as eu l'idée que t'en comprends forcément tous les tenants et aboutissants, tu vois, de cette idée. Surtout que moi ça me fait marrer parce que vraiment, Ramones, ouais bah ils ont commencé avant les Ramones, si je dis pas de conneries. Pareil pour Iggy Pop, bah d'ailleurs c'est ce qu'elle disait Lovie dans la vidéo. Mais que le groupe ait été inventé pour vendre des fringues, je suis désolé, mais j'ai plus de respect pour les To Be Free ou pour les Backstreet Boys, qui certes étaient des groupes faits par des managers pour vendre des CD par kilo, mais au moins c'était assumé, tu vois, alors que là c'est vraiment un truc d'enculé en mode non mais c'est punk, hein, c'est vraiment pour la révolution, pour l'anarchie, tout ça, lolo. Achetez mes vêtements, achetez mes vêtements, achetez mes vêtements. Tu remarqueras que ce soit The Clash ou Sex Pistols, chacun ont des membres héroïnomanes. Ouais bah ça c'était les punks de l'époque, hein, il y avait pas mal de problèmes d'alcool, de drogue. Là il y a un mouvement punk qui s'est construit en réponse à ça justement. C'est les punks, j'ai oublié le nom, mais en gros c'est les punks sobres. C'est les punks qui disent que justement l'alcool, la drogue c'est aussi une aliénation en soi. Ouais, comme les toughers sobres, c'est ça. Et en vrai c'est pas con, parce que si tu prônes la liberté, l'anarchie, etc., le niveau supérieur c'est de ne plus être accro, que ce soit à une plante ou à une boisson, tu vois. Genre en termes de liberté, devoir se piquer pour se sentir bien, c'est moyen. Moi en vrai je trouve ça logique que des punks, des hippies ou des toughers ils soient dans des logiques de non-drogue, tu vois, au bout d'un moment. Moi je t'avoue j'ai eu une grosse période de pas pouvoir s'amuser sans boire. Bah malheureusement ouais je trouve ça grave triste que ce soit pas pouvoir s'amuser sans boire ou sans fumer. Être dépendant de quelque chose pour kiffer quoi tout simplement. Ouais, méditation, alimentation saine, activité quotidienne, ouais bah, c'est ce que beaucoup font pour échapper à tout ça. Et franchement félicitations parce que c'est dur, hein. Moi j'ai eu une grosse période quand j'habitais sur Paris où je buvais énormément. Parce que j'étais à la fac, entre les cours, le taf à mi-temps, les vidéos YouTube et le fait que je finissais le taf à 23h donc j'avais envie de voir du monde, mais à 23h où sont les gens au bar, vraiment ça te nique à mort. Si moi je m'en suis sorti du coup de l'alcool, ouais je bois de temps en temps mais plus tant que ça vraiment. Et surtout en fait c'est même pas que la question de boire en soi, c'est aussi la question de la façon de j'avais de voir l'alcool. Bah comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais grave triste, en fait je m'en rendais pas compte mais c'était grave triste, genre comme je suis introverti et timide et j'ai du mal avec les codes sociaux, boire ça me permettait d'être plus social et de pas, parce que j'avais énormément de problèmes de, tu sais je suis dans une conversation et quand il y a trop de monde autour de moi ça me fait vraiment mal en mode, tu sais, j'écoute sans vouloir, j'écoute la conversation à côté, l'autre conversation à côté, il y a le serveur qui fait ça, il y a machin qui fait ça, et ça me rend dingue, ça me fatigue très vite, et du coup, l'alcool me permettait de tanker tout ça. L'alcoolisme, c'est la régularité plus que la quantité. C'est les deux, en fait, et c'est aussi, je pense aussi, une façon de voir la chose, tu vois, dans le sens où, moi, pendant un moment, je buvais qu'une fois par semaine, sauf que je me mettais la méga race à ce moment-là, tu vois, et c'était une période de ma vie où je ne pouvais pas imaginer faire la fête sans boire, tu vois, ça me paraissait complètement
lunaire, genre t'en faire la fête avec d'autres êtres humains sans boire de l'alcool, alors que pourtant je buvais pas tous les jours. Faudra presque tout tester, l'alcool c'est une des pires drogues. Non mais c'est ça. Alors c'est très sournois, mais c'est surtout qu'en plus non seulement c'est sournois, c'est légal, c'est pas cher, et surtout c'est vachement encouragé dans notre société. Vous avez jamais vu des gens dans des soirées en mode ils boivent pas et il y a quelqu'un pour leur casser les couilles en mode allez un petit verre et tout. Jamais tu verras ça avec de l'héroïne ou de la coke. Et pourtant j'ai fait des soirées sur Paname où il y avait de la coke qui passait en patate. On m'a proposé une fois, j'ai dit non. Voilà, ça s'arrêtait là, tu vois. Alors que l'alcool, on va te casser les couilles toute la soirée. Et même, tu vois, au repas en famille, on te casse les couilles pour boire un petit verre de vin. Puis 2 mois après, sans même être rendu compte, tu prends conscience d'être piégé. Et c'est ça, moi je connais des gens dans mon entourage qui étaient tellement alcooliques que ils se réveillaient la nuit en sueur. L'alcool, faut quand même se rendre compte que c'est la seule drogue au monde où tu peux en mourir par manque. Je veux dire, tu pourras jamais mourir de manque d'héroïne, de manque de cocaïne, de manque de ce que tu veux. Par contre, l'alcool, tu peux en mourir par manque, et surtout l'alcool. Si jamais t'as été alcoolique, c'est tellement dur de résister à la tentation de palette, parce que toute notre société est basée autour de l'alcool. Je veux dire, merde, le sang du Christ, tu vois ce que je veux dire, genre le pinard. On est le pays du vin, tu vois, et même sans parler de ça, on est entouré d'alcool, on est entouré d'alcooliques aussi, d'alcooliques qui s'ignorent, parce que, vas-y, il boit un petit verre de temps en temps, il est mort en soirée, ouais, sauf que tous les soirs, il se boit sa bière devant la télé, tu vois, alors certes, il est pas bourré, mais voilà quoi. Ouais, non, mais les trucs de Léa Salamé, c'est un délire, que ce soit avec Artus, soit avec Gad Elmaleh, mais elle, déjà que je l'aimais pas, mais alors je l'aime encore moins, vraiment. Mais surtout, moi, j'ai peur pour elle, hein, limite presque. J'ai presque de la peine pour elle, parce que le truc d'Artus... ouais, non, mais c'est ça, c'est Artus, l'humoriste qui a arrêté de boire. Le truc d'Artus, c'est triste, et c'est horrible. Mais moi, le pire, c'était le truc de Gad Elmaleh, quand il expliquait que, en fait, ce que je trouve très sain en plus. Ouais, non, mais c'est ça, elle lui a balancé le « vous êtes devenu chiant ». Mais le pire pour moi, c'est vraiment le truc de Gad Elmaleh en mode Gad lui expliquait qu'en fait à l'époque où il buvait beaucoup, il était en mode l'alcool l'aidait à faire soirée même quand il avait pas envie, alors que maintenant qu'il fait soirée sobre, il le fait seulement quand il en a vraiment envie, et je trouve ça sain, tu vois, comme pensée. Et c'est vrai que moi c'était pareil à l'époque, des fois j'étais pas dans l'état mental de faire la fête, mais comme je buvais, vas-y, ben j'allais faire la fête quand même. Et Gad Elmaleh lui a dit, mais de manière très courtoise à Léa Salamé, mais vous devriez essayer une fois. Elle a répondu d'instinct direct, ah non. Et moi là ça m'a fait de la peine pour elle, parce que c'est à dire qu'elle est tellement matrixée par l'alcool et par son alcoolisme que d'instinct elle a eu un rejet de ah non je peux pas faire une soirée sans boire de l'alcool, je peux pas. Mais c'est sûr qu'elle est alcoolique, déjà t'as vu ton mari, je serai la femme de Glucksmann, t'inquiète pas que je me prendrai des grosses races moi aussi pour oublier qui est mon mec, hein. Putain. Et ouais non mais pour revenir à l'alcoolisme en général, après on retournera sur la vidéo, mais c'est terrible de se dire que le gel hydroalcoolique peut faire retomber un alcoolique dans l'alcoolisme. Non mais vous vous rendez compte, le parfum peut faire retomber un alcoolique dans l'alcoolisme. C'est-à-dire que t'es sobre depuis 2 ans, t'as rien bu depuis 2 ans, t'es nickel. Vous vous rendez compte, tu sens un parfum dans la rue, ça peut te refaire replonger. C'est un délire. Et moi, c'est ça qui m'énerve avec l'alcool, c'est que c'est ultra dangereux, mais on banalise ça et en plus on te casse les couilles si t'en bois pas. C'est quoi cette société où tout va mal, quoi? En tant qu'alcoolique en guérison, je sais que quand je bois un verre, je suis foutu. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Et moi, je sais que je suis une personne facilement addictive, tu vois, en mode... Moi, j'ai vraiment du mal avec je bois 1 ou 2 verres et c'est bon, je m'arrête, ou je fume un joint et vas-y, c'est bon, ça me fera ma soirée. Non. Ou même, tu sais, genre, tu sais, tu te prends une tartine de Nutella. Moi, je me défonce le paquet, je me défonce la bouteille, je me défonce le pochon de mange. Dans tous les cas, tu vois. Je sais pas faire autrement, j'arrive pas. Les gens qui arrivent à boire 1 ou 2 verres, mais c'est tellement des... Mais tu sais que c'est un vrai truc, hein, d'avoir une personnalité addictive. Ouais, c'est ça, on y va carrément, on y va pas. Mais c'est pour ça que moi, je sais qu'un jour, je vais finir comme toi, en mode moine, à plus boire, plus fumer, plus rien. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas encore envie, mais je sais que j'y viendrai. C'est sûr. Non, c'est ça, ouais, il y a une partie de génétique, et puis il y a aussi une partie de est-ce que t'es une personne addictive ou pas, tu vois. Mais encore une fois, Jérémy Ferrari en parlait très bien, et puis il y a plein de vidéos qui en parlent. Revenons donc sur les Sex Pistols, let's go. La première action de Malcolm en tant que manager va être de virer Wally, parce qu'il a des lunettes. En gros, Malcolm il considère que Wally il correspond pas exactement à l'énergie du groupe, donc il le vire, c'est ciao. Eh bah déjà ça commence très bien pour un groupe punk, parce que si jamais il a des lunettes, tu veux pas dans ton groupe. Oh là là, ben dis donc. Putain, mais juger sur les apparences comme ça, c'est tellement pas punk, justement. Mais ça a été tellement dévoyé, ce truc-là. En mode, normalement, quand t'es punk, tu t'en bats les couilles, tu vois. Tu fais ce que t'as envie et fuck les autres. Fuck les jugements. Mais c'est que c'est pour le marketing. Si jamais le fait qu'il ait des lunettes, il peut parler dans le groupe. Puis c'est vrai que des punks avec lunettes, ça existe pas, hein, évidemment. Ouh. C'est une assez mauvaise décision pour le groupe. Et vous allez voir que les mauvaises décisions de Malcolm, ça va être quelque chose de récurrent dans cette vidéo. Mais bref, là, le groupe a un problème. Steve Jones, qui était passé au chant, décide de revenir à la guitare, donc le groupe a un guitariste, un bassiste, un batteur,
mais pas de chanteur. Producteur est égal à personne marketing. Ben pas forcément en fait, parce que tu peux être producteur sans avoir l'aspect marketing de la chose. Après ça dépend le milieu, ça dépend de plein de choses, mais tu peux être producteur. Est-ce qu'on parle de producteur exécutif, producteur, tu vois, tu peux produire quelque chose, c'est-à-dire t'occuper de la conception globale, de gérer les équipes et tout. Mais oui, si on parle de la vision que les gens ont du producteur, je suis d'accord avec toi. Normalement tu t'y connais un minimum en marketing. Mais lui c'est pas le marketing du groupe qui voulait, c'était le marketing de sa boutique, donc il s'en va les couilles. Allez, Johnny Rotten. Heureusement, la boutique de Malcolm est fréquentée par quelques musiciens, dont une bande de John. C'est que des mecs qui s'appellent John. Et parmi eux, il y a John Lydon. Et non John Lennon. C'est un autre musicien, mais c'est pas la même... Bon. John, il a les cheveux verts, un t-shirt fait maison, je déteste Pink Floyd, aucun talent de chanteur et un sacré caractère. Il accepte donc d'auditionner pour le groupe, il chante assez mal et bouge étrangement sur le titre I Made d'Alice Cooper, mais il plaît à tout le monde. Alors, il l'embauche en tant que chanteur. Alors ça, on peut pas lui enlever par contre. On peut pas lui enlever que certes, il sait pas chanter, il a des idées de merde en mode funk Pink Floyd, parce que franchement, je me trouve meilleur qu'eux, alors que frérot... Non mais Johnny Rotten, on peut pas lui enlever par contre que le gars, il savait quand même bouger. Hein. Mais moi, le punk pop, punk rock des années 2000, moi j'adore. Hein. C'est vraiment avec ça que j'ai grandi quand j'étais ado. Hein. C'était vraiment ma came. Offspring, Green Day, Sum 41, Blink-182, Simple Plan, même tout ce qui est un peu plus émo, genre Fall Out Boy, etc. C'est vraiment... Tu sais, j'ai grandi avec American Pie, j'ai grandi avec Tony Hawk Pro Skater 2, Guitar Hero un peu aussi, tu vois. Enfin vraiment, c'est vraiment des trucs qui me parlent à fond. Et j'adore. Mais les Sex Pistols, j'avoue que fallait tuer le père au bout d'un moment. Parce que j'ai eu ma période petit conte, c'est en mode oh les Sex Pistols, c'est tellement punk, oh là là, dis donc, il est trop fort, il est trop fort. Et en plus ils disent God Save the Queen alors que... Eh ben mais... On l'appelle à présent Johnny Rotten et la formation se renomme Sex Pistols. Et là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a déjà un premier conflit avec Malcolm. Steve et Paul affirment qu'ils avaient déjà ce nom en tête bien avant que Malcolm ne devienne leur manager. Et Malcolm, lui, affirme que c'est son idée et que c'est lui qui a renommé le groupe. Ça paraît de rien, mais ça va être une situation qui va se reproduire énormément sans jamais qu'on sache qui détient la vérité. On va y revenir. Mais le deuxième problème, c'est que les membres du groupe, ils ne savent pas vraiment faire de musique. Wally savait faire de la musique, Glenn est bassiste, il sait jouer de la basse, mais les autres, ils tâtonnent, ils le font comme ils peuvent. Mais c'est pas grave, parce que si de loin ça paraît être un problème, en réalité c'est pas le cas. Parce que l'idée même du punk, c'est qu'il suffit d'avoir envie de faire les choses pour pouvoir les faire. C'est ça, c'est exactement ça. Pareil pour le bassiste de The Clash, mais il y a plein de musiciens qui à la base étaient éclatés au sol. Ils étaient éclatés au sol, pas mal de musiciens. Mais il y a une différence entre ceux qui sont éclatés et qui vont tenter de s'améliorer, ou même pas, mais qui ont cette volonté de juste s'exprimer et de dire des choses. Mais il y en a, je suis désolé, il y en a, c'est juste des fraudes de A à Z. Elle va en parler sûrement, mais Sid Vicious, c'était une énorme fraude. Ouais, je continue parce qu'au bout d'un moment, on va jamais y arriver. Tu sais pas jouer de guitare et tu veux monter un groupe, procure-toi une guitare et monte un groupe, le reste, on verra après. Et ça c'était un truc qui était vraiment cool avec le punk en soi. Et c'est pour ça que le punk rock et le punk pop, ça a autant marché dans les années 90-2000. C'est aussi pour cette simplicité d'accès. Et c'est pour ça d'ailleurs que le rap est devenu après la musique de référence, parce que encore plus simple d'accès, t'as même pas besoin de savoir mal jouer d'un instrument grâce au rap. Juste, si jamais t'as des type beats, tu vois, t'as des boîtes à rythme, tu peux, ou même juste un petit... Bon, je sais pas le faire, mais tu vois ce que je veux dire? Juste ça, tu peux faire du rap. Donc c'est pour ça que le punk était la musique populaire par expérience. Non, et moi j'aime bien la simplicité du punk, surtout que tu peux, à l'instar, justement, de Green Day ou Sum 41, tu peux rajouter des trucs dans le punk. Tu peux faire du punk un peu plus métal, un peu plus ska, un peu plus alternative, reggae, ce que tu veux, tu vois. Métal, il y a que le classique qui a autant travaillé la composition. Ouais, mais moi, le métal, au bout d'un, ça me saoule. J'aime bien la compo, j'aime bien quand c'est travaillé, mais à force, à titre perso, encore une fois, il y en a, tu sens que c'est que de la branlette. Pas tous évidemment, mais il y en a, c'est juste oh regarde à quel point ma double pédale elle va vite. Ouais non mais oui bien sûr, que le métal il y a 1000 genres différents, mais tu vois ce que je veux dire, le regarde, je sais faire 10 000 solos, mais ton solo il dure 3 ans frérot, passe à autre chose. Après c'est moi, encore une fois, c'est vraiment moi, je dis pas que c'est mauvais en soi, c'est juste moi qui ai vraiment du mal avec ça. Après chacun ses goûts, ses couleurs, il faut tout pour faire un monde. Non mais c'est ça, moi j'ai jamais rien eu contre le métal, il y a même des groupes que j'écoute, principalement japonais mais pas que.
eux, mais c'est juste, c'est pas vers ce vers quoi je vais aller directement, tu vois. Après c'est moi. Et je veux pas non plus être dans les cons qui vont dire non mais le métal c'est que du bruit, hein, c'est que des gens qui gueulent en mode non, je suis conscient que c'est pas que ça le métal. Et c'est dans cette optique que les Sex Pistols, sans jamais avoir sorti de single, commencent à faire des concerts trouvés par Malcolm. J'adore cette sonorité. Ces concerts sont très remarqués, pas spécialement pour la musique, mais surtout pour l'ambiance chaotique qui y règne. Johnny est ultra énervé, les chaises volent dans la salle, il y a des vêtements arrachés, bref, c'est le chaos. Et c'est une différence avec les Red Hot Chili Peppers, qui eux aussi faisaient beaucoup de chaos et beaucoup de bruit à leurs concerts. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont commencé à se reconnaître. Mais eux, ils étaient doués. Alors les Sex Pistols, c'est juste du bruit, quoi. Non, mais il y avait de l'énergie sur scène, bien sûr, qui est faite là avec les Sex Pistols. Ça, je remettrai jamais ça en question. T'aimes pas du tout les Red Hot? Ah, moi j'adore hein, le mélange rock, funk, tout ça, c'est vraiment un délire pour moi, vraiment. Je suis pas fan de tout ce qu'ils ont fait, bien sûr, parce que on peut pas être fan de tout, quoique. Mais moi j'adore. Non, je comprends, moi, je comprends qu'on aime Slipknot, tu vois. J'ai eu ma période, mais j'avoue qu'aujourd'hui Slipknot, à part bourré, c'est à part en sort en mode à part ça, bon, flemme de Slipknot, mais comme toi avec les Red Hot, je comprends qu'on aime et chacun ses goûts. Slipknot, tu vois que c'est du faux métal pour moi, mais en fait c'est pas du faux métal, c'est juste que c'est du new metal. Et ça c'est un truc, j'avoue, qui me casse les couilles avec vous les métalleux, hein, on va pas se mentir. Vous êtes d'un élitiste pour beaucoup, pas tous, hein, je vais pas tous vous mettre dans le même panier, mais avoue qu'il y en a quand même les pattes plus haut que leur cul. En mode, non mais le métal c'est de la vraie musique, c'est pas comme le rap qui fait juste du boum boum. Ah, je souffle si fort. Élitisme est un mot fort, mais je vois que totalement ce que tu vois. Non, mais je caricature un peu, tu vois, parce qu'on est chill. Mais, oh là là. Non, mais on a le droit d'aimer les deux, hein. Linkin Park, tu vois, ou le new metal en règle générale. Genre Limp Bizkit, Korn, tu vois, c'est un mélange. Ou même Rage Against the Machine, qui est un excellent groupe. Mais moi, ce qui me fait marrer avec le métal, c'est voir à quel point... Encore une fois, je caricature, tout le monde n'est pas comme ça, mais... Ouais, bah c'est ça, en fait, les métalleux, c'est comme les geeks. Il y a les gros fachos d'un côté, et les gros progressistes de l'autre. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nuance, tu vois. Moi, ce qui me fait marrer justement avec les métalleux, c'est que vous avez... Encore une fois, je dis pas tous, hein, là on parle de généralité, hein, faut jamais l'oublier, mais moi ce qui me fait marrer avec une partie des métalleux, c'est que ils ont été les pas pendant des années, et qu'est-ce qu'ils font avec le rap? Ils leur crachent dessus, et ils font la même chose que ce qu'on leur a fait à eux, tu vois, sans même essayer de comprendre. Et encore une fois, je parle pas de tous, hein, mais j'en connais plein des comme ça, tu vois, en mode... non, mais pas de la vraie musique, sous-culture, non, mais ferme ta gueule, toi tu crois que t'es pas de la sous-culture aussi, à la base? C'est pas parce que ça y est, c'est un peu plus accepté le métal que... Y a des gens qui ont besoin de conserver leur communautarisme, conserver une fausse authenticité. Non mais c'est ça, et puis en vrai c'est aussi ce qui a fait de plus en plus mourir entre guillemets le rock, parce que le rock n'est pas mort, mais c'est plus lui qui est hégémonique chez les jeunes, faut quand même l'admettre, hein, dans le monde entier, encore plus en France. Mais on peut pas nier que c'est aussi à cause de l'élitisme et de cette recherche d'authenticité que le rock n'est plus hégémonique, en plus du fait que le rap est facile d'accès, qu'on peut en faire facilement, etc. et que ça parle aux jeunes. C'est aussi le côté, tout ce qui n'était pas pur, les gens ils cassaient les couilles. Et même à l'époque, hein, moi je me rappelle quand dans les années 2000 j'écoutais du Sum 41 et du Green Day, combien de casse-couilles des vieux là de 40 ans, 30 ans, parce qu'à l'époque ils étaient vieux comme ça. Mais tu sais combien j'ai connu de métalleux ou de punk à l'époque qui me cassaient les couilles en mode ouais non, Blink, Sum 41 c'est pas du vrai rock, c'est de la pop, c'est commercial. Et t'aimes quoi toi comme groupe? Ouais moi j'aime Kiss, le groupe le plus commercial de l'univers, va me faire la leçon sur mes groupes à moi, mais va niquer ta race. Genre Kiss c'est le commercial à l'état pur, mais tu vas me faire des leçons sur le commercial. Genre. Sans même avoir sorti un seul titre, les Sex Pistols commencent à devenir un petit phénomène en Angleterre. Un phénomène ultra mal vu, ultra détesté, mais un phénomène quand même. Et s'il y a bien une catégorie d'acteurs qui passe au-dessus des polémiques, c'est les maisons de disques. Et elles sentent bien que ce petit groupe peut leur rapporter beaucoup d'argent. Et si, a priori, on peut se dire que Malcolm va évidemment refuser les avances des majors, eh ben, c'est pas le cas. En réalité, il accepte les 40 000 livres de tests offerts par EMI. Ça permet au groupe de sortir son premier single, Anarchy in the UK, le 26 septembre 1976. Eh ben, les punks anticonformistes, du donc, ça accepte l'argent des majors et après ça va cracher sur Green Day parce qu'ils ont fait la même chose? Oh bah tiens, comme c'est curieux. Alors qu'en vrai, tu peux être en major et continuer à avoir des idéologies punk, etc. Par contre, c'est juste, faut que t'assumes le fait que tu vas avoir des dissonances entre ton discours et la réalité de ce que tu fais par moment. Mais j'ai envie de dire, signer en major, ça te permet de faire en sorte que ton message, il soit adressé au plus grand nombre. Je reprends l'exemple de Green Day. Est-ce que sans Green Day, American Idiot,
Dookie et compagnie, est-ce que autant de gens des nouvelles générations auraient connu la musique punk ou le punk rock? Ils auraient peut-être pas connu, ils se seraient pas intéressés. Moi c'est mon cas, tu vois, c'est des groupes comme Green Day qui m'ont fait m'intéresser aux Sex Pistols, aux The Clash, etc. Le single marche parmi la jeunesse britannique, mais il faut évidemment plus que ça. Pour changer le pays, il faut toucher tout le monde. Et c'est ainsi que le groupe se retrouve à la télévision pour ce qui va être un moment historique de la télé anglaise. Dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. Alors, ça peut vous paraître peut-être de pas grand chose, mais à l'époque, ces quelques minutes diffusées le 1er décembre 1976 vont tout changer. Ça met le punk et surtout l'attitude punk sous les yeux de l'Angleterre tout entière, y compris ceux qui n'avaient pas du tout envie de voir ça. Ah oui, non mais c'est du marketing à outrance. Mais c'est marrant de se dire que le mec il a juste dit fuck off, va te faire foutre, t'es fini. Et à l'époque c'était un truc de malade, tu sais, genre, mon dieu il a dit fuck. Alors qu'en vrai on s'en battrait les couilles aujourd'hui, tu sais. Mais oui, non mais c'est ça, c'est du marketing, mais ça a bien marché, hein, la preuve. Et ça, c'est très fort. Us groups would be vastly improved by sudden death. The worst currently are the Sex Pistols, they are the antithesis of humankind. Bad buzz is still buzz, hein, comme dirait l'autre. Et en vrai, ils ont raison. D'un point de vue purement marketing, ils ont raison, j'ai envie de dire. Ça leur a fait de la promo gratuite, les gens ont écouté. Les gens qui se sentaient anticonformistes et qui voulaient aller à l'encontre du système, ils ont écouté, ils ont aimé. Même s'ils aimaient pas la musique, ils aimaient les idées. Ça a marché. Mauvais buzz, c'est toujours un buzz. Le groupe termine l'année sur ça, mais ils ne savent pas encore ce qui les attend l'année suivante. L'année 1977 commence et Malcolm en a marre du bassiste. Glenn, l'ex-vendeur occasionnel de sa boutique. Sa justification, c'est « il nous casse les pieds avec les Beatles ». Mais visiblement, pour une fois, Malcolm voudrait que l'idée ne vienne pas de lui. Alors, il va faire croire à Glenn que c'est Johnny, le chanteur, qui veut qu'il parte. Quel enculé, n'empêche, quel enculé. Et puis c'est quoi cette justif de merde, genre, il écoute trop les Beatles, il y avait même le truc de, elle va peut-être le dire après, mais qu'il avait les cheveux trop longs, que ça faisait trop hippie, etc. Et c'est quoi cette mentalité de connard? Est-ce que t'as vu les Ramones avec leurs cheveux longs? Et pourtant c'est punk, tu vois. Puis tu peux aimer les Beatles en étant punk. T'as le droit d'aimer un style musical, tu vois, genre je sais pas. Après tu me diras, il y a bien des gens qui disent si t'aimes ce style, tu peux pas être un vrai d'un autre style, tu vois. Donc, mais ça reste débile. Heureusement pour lui, Glenn en a déjà marre du groupe de son côté. Et donc, se sentant de toute façon poussé à partir, il quitte la formation. Vous vous rappelez quand je vous disais que les mauvaises décisions de Malcolm, ça allait être quelque chose de récurrent? Bah ça, c'est une très très mauvaise décision. Pour deux raisons. Déjà, Glenn, c'était un bon musicien qui éventuellement écrivait les compos pour le groupe. Genre, l'écrasante majorité des compos, celles qui ne sortaient pas, ou en tout cas pas encore. Les mecs ont viré l'un des rares qui savait vraiment jouer du groupe. Les génies, Sartek les génies. Je me considère comme un métalleux et pourtant mon histoire favorite c'est Nujabes. Et c'est tout sauf du métal. Je sais pas c'est quoi, mais... Non mais j'en connais plein, hein, des gens qui se considèrent comme tel style musical et qui sont intéressés par d'autres trucs. Mais on peut pas nier que dans les gens qui sont à fond dans un style, il y a aussi certaines personnes qui sont en mode, tu sais, si t'écoutes du rap ou du rock, même si t'écoutes du rock, hein, bah t'es pas un vrai métalleux parce que t'écoutes pas que ça, genre. Je vous rappelle que là, ils sont en train de devenir célèbres dans toute l'Angleterre en ayant sorti une seule musique. À un moment, ça va s'épuiser. Mais du coup, avant de pouvoir aller écrire des morceaux, bah maintenant il faut recruter un nouveau membre. Et ce nouveau membre, ça va être Sid Vicious. Sid, pas du tout une mauvaise idée ça. Bon, Sid, il fait partie de la bande des John du début. Et oui, il s'appelle pas vraiment Sid, il s'appelle John. John Simon Ritchie, exactement. C'est donc un ami de Johnny Rotten, le chanteur. Il est déjà impliqué dans leur succès, il vient aux répètes, il vient aux concerts. Bref, pourquoi ne pas le recruter après tout? Alors, une raison quand même qui aurait pu empêcher son recrutement, c'est que Sid devient le bassiste du groupe alors qu'il n'a globalement jamais joué de basse. Ouais, mais dans un groupe de punk, le bassiste il sert à rien, tout le monde le sait. D'ailleurs, je me demande si c'est pas à cause des Sex Pistols que y a cette fausse rumeur de comme quoi dans un groupe de punk, le bassiste il sert à rien. Alors qu'en vrai, ah ouais, mais bon, c'est pas parce qu'il savait pas jouer que tu vois, genre une ligne de basse ça reste important. Mais oui, après, évidemment qu'il y en a, ils savent pas jouer quoi. Surtout dans le punk où c'est une musique de do it yourself quoi. Mais c'est pas grave, mais une autre raison qui aurait pu empêcher son recrutement,
La drogue. Moi je dirais la drogue. C'est que Sid, il est un peu violent et très instable psychologiquement. Mais visiblement, c'est pas grave non plus, Malcolm aime bien le personnage, alors allons-y. Problème suivant, ça ne s'arrête jamais. Vous vous rappelez de l'émission en décembre de l'année dernière là? Elle a pas trop plu à EMI, la maison de disques, qui les ont donc virés en janvier 77. Mais c'est pas grave non plus, puisque le groupe a d'autres propositions et Malcolm les fait signer chez A&M en mars 77. La cérémonie se déroule devant Buckingham Palace, le groupe se saoule et décide d'envahir les bureaux de leur maison de disques. Ils draguent ou agressent le personnel, se mutilent dans les bureaux. 6 jours. Ils ont tenu 6 jours avant d'être expulsés. Au bout d'un moment, je trouve que c'est plus con que rebelle, tu vois, genre, je veux bien que tu sois un petit con qui fasse des trucs de rebelle, qui s'amuse, etc., mais au bout d'un moment, juste tu cherches la merde, quoi, je sais pas. Puis surtout, c'est quoi le message, en fait, à part être un petit con? Enfin, je suis peut-être trop vieux maintenant pour ces conneries, je sais pas. Pourtant, cette fois, ils ont un single qui est prêt, mais ils ne peuvent pas le sortir. Jusqu'à ce qu'à peine 3 mois plus tard, Malcolm leur trouve un nouveau contrat avec Virgin. Et ça, on peut pas lui enlever à Malcolm que quand même, il est tenace, hein. Il a dû rattraper pas mal de conneries. T'as raison, mais ça c'est le plus important. Ben, pour moi, c'est l'un des trucs importants, surtout dans le mouvement punk, tu vois. Ça me rappelle, j'adore ressortir cette phrase, une phrase de Billy Joe Armstrong, le chanteur de Green Day. Il y a un mec un jour qui est venu le voir dans la rue et qui lui a demandé c'est quoi être punk? Il a shooté une poubelle, il a dit c'est ça être punk. Et du coup, le mec il a shooté une autre poubelle, et il a fait ça c'est punk, il a fait non, c'est devenu banal. Il a tout dit. Être punk, c'est faire quelque chose d'anticonformiste, mais pas juste pour suivre un mouvement comme un débile, quoi. C'est pour ça qu'à l'époque il y avait Punk is Dead, parce que le fait que le mouvement devienne populaire, c'est déjà la mort du mouvement en soi. Les Sex Pistols vont pouvoir enfin sortir leur deuxième morceau, God Save the Queen. Save the Queen. Ça y est, cette fois, le groupe a une maison de disques, un morceau composé, écrit, enregistré, mais l'usine refuse de presser le single. La pochette du single, c'est ça, et autant vous dire que ça ne passe pas dans une Angleterre profondément attachée à la monarchie. Il faut donc trouver une autre usine, et enfin, le single sort. Et là, c'est l'explosion. Dans l'Angleterre de l'époque, est vu comme problématique. Le fait que ce soit une version sarcastique de l'hymne national, la pochette, mais aussi le texte qui commence littéralement par God Save the Queen de Fascist Regime. Ah, ils ont pas tort par contre, hein, pour le coup. Ils ont pas tort. On peut leur reprocher beaucoup de choses dans Sex Pistols, mais à ce niveau-là, ils ont pas forcément tort. Surtout à l'époque. Bref, la BBC et toutes les radios le bannissent, mais ça ne suffit pas. Les copies tournent partout dans le pays et le single se hisse à la 2e place avec de fortes rumeurs toujours en vigueur aujourd'hui, visant à dire qu'ils auraient dû être premiers. Mais Malcolm, vous commencez à comprendre le personnage, il veut aller plus loin. Alors pour promouvoir le single, il décide de faire un des coups de communication qui va marquer encore une fois l'Angleterre. Il va louer un bateau et faire interpréter le single sur la Tamise, ce qui est une parodie du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II qui se déroulait quelques jours après son coup publicitaire. Alors, très bonne idée en soi, mais c'est quand même fascinant de voir qu'on parle d'un groupe qui est censé être punk et que tout est pensé de façon marketing. Ça fait parler les journalistes, c'est fou de faire ça à cette époque, vous connaissez le rapport du pays avec la monarchie, bref, ça hisse les Sex Pistols à un niveau de célébrité encore plus haut que précédemment. Sauf que ce succès a caché sous le tapis de gros problèmes, notamment entre Johnny et Malcolm. Je vous ai dit que dans cette vidéo, il y aurait de nombreuses mauvaises décisions de la part de Malcolm, et peut-être que pour l'instant, vous vous dites qu'en vrai, ça va, ça pourrait être pire. Il fait quand même des coups de communication assez forts, il a réussi à trouver beaucoup de deals en peu de temps, et objectivement, c'est quand même un peu grâce à lui que les Sex Pistols sont aussi connus, encore une fois, sans sortir de musique. Oui, mais déjà, il y a un problème d'argent. L'argent des maisons de disques et les royalties des 2 premiers titres, c'est en très grande partie Malcolm qui le touche. Et il le fait pas pour devenir riche, il le fait parce qu'il a une obsession depuis bien avant les Sex Pistols, c'est de tourner un film. Il veut absolument tourner un film et donc il lui faut de l'argent pour le produire. Sauf qu'en attendant, non seulement c'est pas juste vis-à-vis du groupe, mais en plus c'est pas comme si ça allait pour eux. Il les laisse dans des conditions minables, en sachant que Malcolm est de 10 ans plus vieux que Johnny par exemple. Et ben encore une fois, ça rappelle pas mal les boys bands des années 90, genre celui des Backstreet Boys et du groupe de Justin Timberlake, j'ai oublié son nom, qui était géré par le même manager et qui était un immonde connard qui prenait le 3/4 de la thune, tu vois. Et il y en a plein des exemples de managers ou de producteurs qui sont fait de la thune sur le dos des artistes, hein. Lady Gaga, Sum 41, Rihanna, etc. Il y en a plein. Méfiez-vous des managers, les gens. Qui à l'époque n'a même pas 20 ans. Petit rappel rapide, à cette époque les classes
classes ouvrières dont sont issus les membres des Sex Pistols traversent une crise sans précédent. Le pays est en grève, le taux de chômage a explosé, la pauvreté ravage le pays et la jeunesse est désespérée en fait. Il n'y a pas d'espoir pour eux et on leur fait bien comprendre. D'où l'importance du punk, particulièrement en Angleterre, tu vois. Le punk a été permis parce que l'Angleterre était dans cet état-là. Si l'Angleterre avait été mieux, plus prospère, plus égalitaire et tout, peut-être que le punk aurait existé, peut-être même qu'il aurait existé en Angleterre. Mais ça aurait pas été l'un des noyaux durs de ce mouvement à l'époque. Et ouais, faut pas non plus oublier, même si je les insulte, même si j'aime bien rigoler sur le fait que c'est des merdes, que Johnny Rotten et compagnie, ils viennent des classes pauvres et qu'ils ont vécu une vie extrêmement dure et qu'on peut comprendre du coup par rapport à ça certaines de leurs décisions et certaines de leur façon de voir le monde et d'exprimer leur colère. Ça, faut pas non plus l'oublier. Cette situation, d'ailleurs, ça a été le terreau fertile pour faire exploser le punk dans le pays. Ça. Mais à la base, Johnny Rotten, il veut s'en sortir en fait. Évidemment qu'il veut de l'argent. À l'époque, ils habitent dans un squat, ils ont à peine de quoi manger, alors qu'ils voient bien qu'ils vendent énormément de disques et qu'ils sont partout. Donc déjà, là, il y a une grosse injustice dans le groupe. Et en plus de ça, Malcolm, il a une justification en privé. Il cherche volontairement à énerver Johnny et à le maintenir dans la pauvreté pour qu'il ne s'embourgeoise pas et que sa rage soit intacte pour continuer à faire des conneries en concert. Putain, c'est tellement cynique et brillant. Brillant d'un point de vue cynique, mais c'est horrible. Et le pire, c'est que, ouais, c'est pas con d'un point de vue purement marketing. Si t'oublies tout aspect humain, moral, etc. Bah ouais, c'est pas con en vrai. C'est horrible, mais c'est pas con. C'est dégueulasse, putain, mais quel coup de génie de merde. Je pense que j'ai pas besoin de faire de commentaires là. Mais c'est pas tout. Vous avez peut-être remarqué une chose jusqu'ici dans la vidéo, les Sex Pistols, ils ne sortent pas de musique. Ils ont sorti 2 singles, et surtout aucun album. Et ça, ce n'est clairement pas la volonté du groupe. Le groupe, lui, veut avancer, notamment Johnny. La raison pour laquelle il reste, malgré le problème d'argent, c'est qu'il veut faire avancer le groupe. Il veut sortir des musiques et faire des concerts. Sauf que Malcolm, il veut un peu tout l'inverse de ça. Malcolm, il a voulu créer un groupe dit dangereux, avec une réputation sulfureuse. Quand les concerts sont annulés parce que personne ne veut recevoir ce groupe, ce qui arrive très souvent, ça le ravit. Sauf que le groupe, c'est un groupe de musique, et donc ils ont envie de faire de la musique et de faire des concerts. Oui, et puis en plus, si jamais ils jouent pas, ils sont pas payés, non? Ou en tout cas, une grosse partie n'est pas payée si jamais l'endroit où ils sont censés faire le concert annule. Donc ils sont dans la merde. Donc eux, ils sont dégoûtés. D'autant qu'entre-temps, il y a d'autres groupes qui sortent des projets punk, parce que la vague, elle a donné envie à plein d'autres gens de faire du punk. Heureusement pour eux, ils vont réussir à débloquer la situation et sortir un album. Maison de 10, ça te sécure des revenus, non? Même sans concert? Bah en vrai je pense, mais vu que de toute façon c'était Malcolm qui gardait le 3/4 des revenus, ça arrivait pas dans la poche de Johnny et les autres quoi, je pense. Surtout ça le problème. Mais Maison de disque, alors ça dépend de contrat, hein. Il y a plein de contrats. Est-ce qu'on parle de contrats de distribution, d'exploitation, tu vois, c'est un bordel déjà rien que par rapport à ça. Et si je dis pas de conneries, parce que je suis pas un expert, déjà, est-ce que t'as un contrat juste en mode, tu sais, il te donne une avance pour faire ton morceau, enfin ton album, une fois que t'as l'album, il le distribue, et après tu prends des royalties dessus, tu vois. Est-ce que tu possèdes tes bandes? Est-ce que non? Est-ce que l'artiste a un droit de regard sur sa musique, ou est-ce que c'est écrit dans le contrat que c'est la maison de disque qui lui écrit ses textes, ses paroles, genre des gens qui viennent de télécrocher ou trucs comme ça, tu vois? Je pense que ça dépend vraiment de chaque contrat. Et des pays aussi, parce que selon le pays, il n'y a pas la même législation, etc., etc., tu vois. Mais à mon sens, hein, attention. Évidemment, c'est un succès absolu. Mais ils ne le savent pas encore, mais c'est aussi le début de la fin. Les tensions au sein du groupe sont à leur comble. Johnny en veut à Malcolm, vous comprenez bien pourquoi. Malcolm répond en disant qu'il fait sa diva, bref, le groupe est au bord de l'implosion. Mais Malcolm décide d'emmener les Sex Pistols en tournée aux États-Unis. Et c'est catastrophique. Les concerts sont à base de bagarres, de crachats, le groupe joue très mal, ils sont défoncés sur scène, notamment le bassiste, on va y revenir, mais bref, c'est un enfer. Et à ce stade, ça ne peut pas bien finir. Le 14 janvier 1978, à San Francisco, le groupe joue ce qui sera son dernier concert, s'achevant sur la phrase pleine de rage de Johnny: « Vous n'avez jamais eu le sentiment de vous être fait avoir ?» Johnny annonce de lui-même la séparation du groupe dans une interview. Mais Malcolm, lui, se dit que ce n'est pas si grave, et que c'est même pas plus mal. Johnny part, c'est pas grave, c'est pas lui les Sex Pistols, on va trouver un autre chanteur. Alors, avec Steve et Paul, ils vont s'envoler pour Rio et recruter un nouveau chanteur.
Plus précisément, un criminel recherché par la police qui s'appelle Ronnie Biggs et qu'ils vont engager pour faire des concerts. C'est pas une blague. Johnny, lui, de son côté, crée un nouveau groupe et signe chez Virgin, le label dans lequel il était avec les Sex Pistols, et il va attaquer son ancien manager en justice. J'ai pas trouvé d'informations précises et juridiques sur le procès, mais ce qu'on sait, c'est que Malcolm va le perdre, il va perdre les droits sur tout, et de l'argent va revenir aux membres du groupe. Je vous rappelle que Malcolm, il était même pas producteur, pas du tout. Il était manager. Sauf que malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le succès du groupe, cette dernière année, est en grande partie dû à un membre, Sid Vicious. Et c'est pas pour les bonnes raisons. Ah Sid, c'est particulier. Hein. Sid Vicious, il est tombé dans la drogue dure. Sid Vicious, c'est vraiment un cas d'école. Hein. C'est vraiment un cas d'école à la Kurt Cobain, Amy Winehouse. C'est vraiment un cas d'école de la représentation la plus pure de l'artiste, avec ou sans guillemets, à toi de voir. Mais c'est vraiment la représentation de l'artiste qui s'est autodétruit salement, tu vois. Tout le groupe consomme de l'alcool, de la drogue douce, mais Sid, il est accro à la seringue, notamment à cause de sa petite amie Nancy. Tout le groupe et Malcolm ont essayé de l'éloigner de cette influence absolument néfaste qu'est Nancy, qui elle aussi était profondément accro, sauf que Sid n'en a jamais démordu. Il faut savoir qu'à partir du moment où il est rentré dans le groupe, il a attiré toute l'attention sur lui. C'était lui le provocateur d'énormément de bagarres en interne ou avec le public. Il tombait sur scène plusieurs fois tellement il était défoncé. Il était notamment connu pour porter des croix gammées sur ses t-shirts. Il crachait sur tout le monde, mais c'était en partie ce qui plaisait au public et Sid était extrêmement aimé, notamment par les jeunes femmes. Ah bah on peut lui reconnaître ça, il sait pas jouer, il est drogué à mort, mais qu'est-ce qui était charismatique cet enculé, ça on peut pas lui enlever hein. Fan de punk, parce qu'il était un peu beau gosse, Sid, on va pas se mentir. Mais il est accro à la seringue. Et en même pas 6 mois, la vie de Sid va s'écrouler. D'abord, il va être accusé de meurtre. Nancy, sa petite amie, âgée de 20 ans, va être retrouvée morte dans leur chambre d'hôtel. Si c'est ça le charisme, bah ouais, mais charisme dans son genre, tu vois. Genre, il y a différents types de charisme, et lui, il a un charisme à la rebelle, anti-autorité, anarchiste, ce que tu veux, tu vois. Mais comme il y a des gens, ils vont te dire, Dwayne Johnson, c'est ça le charisme. Genre, ça dépend vraiment des goûts, je pense. Sid, qui a appelé la réception au matin pour avoir de l'aide, et il ne se souvient de rien. Dans le genre personne sans éducation, désolé, je juge. Bah ouais, mais ils étaient vraiment sans éducation aussi, c'est ça, frérot. En vrai, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas cool, dans le sens où ils viennent vraiment d'une classe ouvrière peu éduquée qui ont essayé de s'en sortir comme ils pouvaient, tu vois, faut pas non plus oublier ça. Et malheureusement c'est une réalité. Et malgré tous les défauts que je trouve aux Sex Pistols et à Sid Vicious, ils sont aussi victimes de la société anglaise de leur époque, tu vois. Il ne sait pas si c'est lui qui l'a tué, mais du coup il est accusé. Malcolm va le défendre, va payer toute la défense possible, il va tout faire pour le sortir d'affaire, mais Sid va mourir. Il décède à 21 ans d'une overdose en 1979, à peine 1 an après la fin des Sex Pistols. Tout le monde a vu sa chute et personne n'a pu vraiment l'en empêcher. Bon, il reste une question qu'on a évoquée un petit peu tout au long de la vidéo, mais à laquelle on n'a pas encore de réponse claire. Les membres des Sex Pistols étaient-ils des pantins de Malcolm? Et je voudrais répondre à cette question en apportant de la nuance. Déjà, toutes mes sources seront en description, comme pour toutes les vidéos. Il y a beaucoup de faits et de détails qui se contredisent dans cette histoire. Si je peux vous conseiller 2 documents qui montrent les 2 points de vue principaux, du côté du groupe, il y a le film L'Obscénité et la Fureur, dispo gratuitement sur YouTube, sous-titré en français, et du point de vue de Malcolm, il y a l'excellente BD L'Art du Désastre, en français également. Maintenant, je pense que d'une part, oui, les Sex Pistols étaient un petit peu les marionnettes de Malcolm. D'abord, d'un point de vue politique. Il y a une contradiction qui est parfois reprochée aux Sex Pistols a posteriori, c'est le fait qu'ils n'avaient pas de conviction politique, qu'ils ne portaient pas le message du punk, qui est quand même un mouvement de base assez politique. Et ce reproche-là, il est assez vrai, mais ils le disent eux-mêmes. Me dig son, really. That was always the first thing on my mind. I wasn't interested in talking about politics after the show. Didn't even know who the fucking Prime Minister was at the time. Ah bah ça, quand t'as 17-18 ans, Thibaut, tout ce que tu veux c'est te faire sucer et fumer et boire. Enfin bref, tu veux t'éclater quoi, t'as 17 ans, tu m'étonnes que le mec il s'en bat les couilles de la politique à cet âge-là. Faut pas non plus leur jeter la pierre. En ce sens, ils n'ont été que les porte-paroles de Malcolm, et même là, on peut douter de l'honnêteté de McLaren dans ses revendications. D'ailleurs, anecdote, dans les années 2000, il a fait campagne pour devenir maire de Londres. Sa campagne a d'ailleurs
entre autres été financé par Sony Music et il n'a pas des revendications anarchistes, ni vraiment révolutionnaires d'ailleurs. Ensuite, ils étaient quand même très tributaires des décisions prises par le manager, que ce soit sur les membres du groupe, mais aussi sur les décisions marketing. Oh, t'imagines la merde si ce mec-là devient maire de Londres? Oh putain. Heureusement les gens sont pas si cons. Et de l'autre côté, artistiquement, c'était bien eux. Et en soi, ils ont porté un message avec leur art, puisqu'en fait, une partie des revendications punk, c'était juste faites de la musique, même si vous ne savez pas en faire. Et d'ailleurs, énormément de groupes sont nés grâce à eux, grâce à cette libération soudaine de la musique. C'est difficile de juger quelle place a occupé Malcolm dans les faits. Il a sans aucun doute manipulé certains aspects de leur carrière et de leur image, mais les membres du groupe ont aussi apporté une contribution artistique qui leur est propre. Toujours est-il qu'il a pris des décisions objectivement assez mauvaises, de manière consciente et inconsciente, et le destin des Sex Pistols aurait été sûrement assez différent sans lui. Après, est-ce que le groupe aurait été connu ou pas sans lui ? C'est une autre question. En attendant, dans notre univers, il reste un groupe de punk mythique qui a laissé une empreinte sur le monde de la musique. À jamais. Bah écoutez, c'était très cool. Non, franchement, bonne vidéo, très bonne vidéo, et puis ça permet de nuancer, tu vois, même moi, de me renuancer un peu sur les Sex Pistols, que à force d'entendre des débiles, tu sais, casser les couilles avec eux, en mode les mettre au nu pour rien, pour tout et n'importe quoi, à force, j'ai fait un peu d'anti-Sex Pistols primaire, en mode, ouais, c'est pas des artistes, c'est un boys band, etc., alors que la vidéo rappelle quand même, ce qui est bien, que c'est un peu plus nuancé que ça, qu'il faut pas oublier non plus les conditions matérielles et sociales du groupe, à l'époque, et que ils ont essayé de s'en sortir tout simplement. Non, vraiment très cool, très cool. Et voilà, ce best-of est maintenant terminé. N'hésitez pas à vous abonner à mes différentes chaînes, Blazy, ma chaîne pop culture, Tout va très bien, ma chaîne d'actualité édito politique et sociale, Blazy, Rediff TVTV, live jeux vidéo et peut-être plus sur le long terme, Blazy Tout va très bien, mon Twitter, et si jamais vous avez quelques soins en plus et que vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller sur Tipeee et Patreon, tout est en lien dans la description. Alors maintenant, à savoir si les Sex Pistols, c'est de droite ou de gauche, ça j'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que leur manager, c'était un peu un connard. Allez, salut.